Merci, bonjour et merci d'avoir invité l'agence aujourd'hui. Permettez-moi de dire d'abord quelques mots sur l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. On est une agence indépendante de l'Union européenne située à Vienne en Autriche, mais ça nous fait très plaisir d'être venu de si loin pour vous parler aujourd'hui. On n'a pas souvent l'occasion de parler dans des forums comme celui-ci et c'est très important justement pour pouvoir présenter notre travail à des personnes qui travaillent sur le terrain. Le mandat de l'agence comprend de fournir des données, des informations et de l'expertise aux institutions et États membres de l'Union européenne sur les droits fondamentaux dans le champ d'application du droit européen, pour les aider à comprendre et à surmonter les obstacles qui peuvent entraver la pleine jouissance de ces droits. Et le droit des personnes handicapées est l'un des sujets desquels traite l'agence, parmi bien d'autres. Je ne vais pas vous faire une présentation étendue de l'agence, on n'est pas là pour ça, mais donc c'est une des parties de notre travail. Et l'agence a une approche qu'on appelle socio-juridique, donc dans ce sens où on récolte des données sociales et aussi juridiques, et on combine les deux pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la situation sur le terrain et pour pouvoir donner des conseils aux institutions de l'Union européenne et aux États membres. Les indicateurs, pourquoi les indicateurs? Ils peuvent être utiles parce que c'est un outil de mesure et ils permettent, dans notre contexte, aux décideurs de mieux comprendre comment les droits sont réalisés sur le terrain. Ils permettent aussi d'avoir un suivi des progrès effectués et donc une meilleure évaluation et adaptation des politiques mises en œuvre, parce que sinon on met les politiques, mais on ne sait pas comment elles fonctionnent, on ne sait pas comment changer, quoi changer, pourquoi. Et elles permettent aussi une comparaison entre différents pays et l'identification plus systématique des bonnes pratiques, parce qu'on peut apprendre de ce qui se passe chez les autres, et puis si on identifie des bonnes pratiques, on peut aussi s'adapter au contexte national et local. Le cadre de référence pour les indicateurs sur le handicap au niveau européen, il est assez complexe. Il y a beaucoup de composantes qui rentrent dedans. Il y a bien sûr la Convention, les traités de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux, la stratégie Europe 2020, je ne dirai pas grand-chose dessus, parce qu'on a les collègues de la Commission qui pourront peut-être dire plus, la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées et le règlement sur les fonds structurels qui a déjà été mentionné. Donc tous ces éléments-là peuvent rentrer dans une structure pour mieux comprendre les indicateurs sur handicap et pour les développer. À l'agence, on applique un modèle qui a été développé par le bureau des hauts-commissaires aux droits de l'homme des Nations Unies sur les indicateurs. Et j'en donnerai un peu plus d'informations sur ceci très bientôt, mais pour l'instant, on peut dire qu'il y a 3 types d'indicateurs. Des indicateurs structurels, de processus et de résultats. Je vais laisser ça à la prochaine slide, je vous expliquerai de quoi il en revient. Jusqu'ici, l'agence a développé des indicateurs sur les droits de l'enfant, sur l'article 19 de la CDPH, dont je vais vous parler aujourd'hui, et aussi sur l'article 29 de la Convention, et particulièrement le droit à la participation politique. Je ne sais pas si les publications qu'on avait envoyées sont disponibles, mais sinon, tout est disponible sur notre site web. On a ici le lien, vous l'aurez. Pour l'instant, beaucoup est disponible en anglais, il y a beaucoup qui est disponible en français. Tout n'est pas encore disponible en français, mais on essaye au plus possible de traduire en français. Mais la langue de base de nos publications est l'anglais, donc mais on y travaille. Je ne vais pas vous parler de chaque cellule qu'il y a sur ce graphique, juste pour dire donc qu'il y a des indicateurs structurels qui sont liés au cadre légal, politique et institutionnel qui est pertinent dans le domaine, les indicateurs de processus qui ont un rapport avec la mise en œuvre de ces politiques, et les indicateurs de résultats qui vont sur la situation sur le terrain, donc quel est en fait l'impact sur les personnes. Donc au niveau structurel, c'est l'engagement des États par rapport à la question du handicap. Au niveau des processus, c'est l'effort que les États font pour mettre en œuvre les politiques. Et au niveau des résultats, les résultats. Et comme vous le voyez, au niveau structurel et de processus, ça concerne les garants des droits. Et au niveau des résultats, ça concerne les ayants droit, donc les personnes elles-mêmes. Alors, à l'AFRA, on est toujours en train de développer des indicateurs sur l'article 19. Tout retour que vous auriez sur des indicateurs est bienvenu. L'idée, ils sont disponibles sur notre site. L'idée est que
les gens les utilisent, les appliquent, proposent des modifications, donc c'est un document vivant. Donc si dans votre travail il vous viendrait d'utiliser ces indicateurs, on serait très heureux d'avoir votre feedback sur cela, sur des choses que vous voudrez changer, peut-être des choses que vous pensez qu'il manque. Donc tout retour est le bienvenu, comme je l'ai dit. Ce qui est important de savoir aussi sur les indicateurs, c'est que l'agence les a développés, mais pas toute seule. On a eu des réunions avec des experts, aussi avec des organisations de personnes handicapées, aussi avec des organisations de monitoring. Le mot m'échappe, comme l'INIA. Les mécanismes indépendants, voilà, merci. Les mécanismes indépendants et des académiques, donc c'était développé en concertation avec les gens qui travaillent sur le terrain et pas seulement nous. Alors, les indicateurs sur l'article 19, ils se focalisent sur... Ils ne regardent pas des autres articles de la Convention qui sont pertinents, mais donc c'est vraiment l'article lui-même. Même si on regarde aussi les provisions transversales qui, elles, recouvrent plutôt les principes généraux de la Convention qui ont été présentés tout à l'heure. Donc l'article 19, il y a 3 sous-articles. Il y en a un, l'article 19A sur les milieux de vie. Là, l'accent est sur l'égalité et la liberté de choix dans les indicateurs. L'article 19B sur les services d'accompagnement avec un accent sur le choix et le contrôle. Et l'article 19C sur les services généraux sur un accent sur l'autonomie de vie qui ne se retrouve pas ailleurs dans la Convention. Ici, schématiquement, ce sont les thématiques couvertes dans les indicateurs dans les quatre domaines, dans les provisions transversales 19A, 19B, 19C. Pour chacune de ces cellules, on a développé un nombre d'indicateurs. Je vais le donner, c'est pas la peine de faire toute la liste, mais bon, au niveau des propositions transversales, on peut noter par exemple la non-discrimination des aménagements raisonnables, l'émancipation qui a déjà été mentionnée, le monitorage, la surveillance, qui a aussi été mentionné. Donc, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là par les États membres? Donc, on peut mesurer les efforts des États membres et les politiques qu'ils mettent en œuvre pour arriver à ces objectifs. 19A, on a milieu de vie, institution, implication dans le choix de où vivre. 19B, on peut parler du contrôle par l'usager, par exemple, le soutien informel, qui est très important aussi, parce qu'il y a les assistants personnels, mais le soutien informel aussi est très important, qui n'est pas nécessairement reconnu, donc il faut une meilleure reconnaissance de cela, donc on peut avoir mesurer la mesure dans laquelle cela est mis en œuvre, qu'est-ce qui est disponible pour les personnes et quel impact ça peut avoir. Et le 19C, vraiment, c'est sur la disponibilité et l'adaptation des services et des structures dans la communauté. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas eu l'occasion de le traduire celui-ci, mais on peut en parler, je vais vous en parler un peu. Donc, comme je disais, pour l'instant uniquement disponible en anglais. Et vous voyez, alors ici, on a sur la colonne de gauche la transférabilité des services de soutien. On en a parlé, ça a déjà été mentionné. Et j'ai choisi cet exemple-ci un peu aussi pour le contexte de la Belgique, où avec les différentes régions, les différentes communautés, donc il peut y avoir des difficultés, et Nadia a mentionné aussi la difficulté d'aller d'un endroit à l'autre, comment on fait pour transporter les services avec soi. Bon, ici, on voit qu'il y a des indicateurs structurels de processus et de résultats, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce qu'on a un indicateur de structure qu'on a toujours un qui suit dans le procédé, qui suit dans les résultats. Bon, ici, on a les trois. Au niveau des indicateurs structurels, on peut voir est-ce qu'il existe une provision dans la loi qui permette aux services de soutien dans la communauté d'être transférés dans différentes régions administratives. Donc ça, c'est la question de base. Alors, on peut dire oui, non, ou bien oui, sous certaines conditions. Donc, dans celui-ci, on peut voir les types de soutien qui existent, ou bien est-ce que les budgets personnels et les prélèvements directs peuvent être transférés dans les différentes régions administratives. Donc c'est vraiment une question, est-ce qu'il y a des dispositions qui peuvent le permettre? Ça, c'est une chose. Alors au niveau de l'indicateur de processus, on voit la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a, en fait, maintenant, il y a une provision légale, mais est-ce qu'il y a des procédures en place aussi qui peuvent permettre cela? Et là, on regarde aussi, donc, est-ce qu'il y a des procédures pour demander la transférabilité des services de soutien à la communauté accessibles pour les personnes handicapées?
faisant abstraction de l'âge, enfin quel que soit l'âge ou le handicap lui-même. Et après, au niveau des indicateurs de résultats, qu'est-ce qu'on peut, on peut voir combien de personnes ont demandé le transfert donc du transfert, et après combien de celles-ci ont été positives ou négatives. Donc dans cette mesure-là, on peut comprendre un peu mieux la mise en œuvre de l'article 19 sur le terrain, comment ça fonctionne. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et maintenant, on est en train d'appliquer les indicateurs et de trouver des informations pour pouvoir répondre à ces questions. C'est un travail de longue haleine aussi et de grande envergure. Et on espère publier les résultats dans le courant de 2018. Voilà, donc si on applique les indicateurs, voilà à quoi ça ressemble. Par exemple, ici, la question est: la stratégie sur le handicap comprend des mesures de désinstitutionnalisation, ou bien il existe une stratégie spécifique pour la transition des soins institutionnels aux soins de la communauté. Si la terminologie n'est pas juste, je m'en excuse, c'est la première fois que je donne ces présentations en français. On travaille généralement en anglais, donc j'espère que je ne me suis pas trompé dans la traduction, mais je pense que ça devrait aller. Alors on voit la partie bleue, oui, il existe une stratégie spécifique de désinstitutionnalisation. Ces données sont courantes jusqu'à 2012. La partie rouge, on voit, oui, il y a une stratégie nationale qui comprend des mesures liées à la désinstitutionnalisation, et ou bien la partie verte, non, il n'existe rien, il n'y a ni stratégie ou des mesures concrètes. Et là, par exemple, ce serait un indicateur de structure, donc on peut voir quels sont les efforts que les États membres ils mettent en œuvre. Donc, par exemple, si on revient en arrière, on pourrait développer des graphiques similaires. Donne après une illustration assez simple de la question, qui peut être utilisée aussi par les décideurs pour pouvoir après appliquer leur politique, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Les indicateurs de résultats, en faisant ce travail, en développant les indicateurs, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment très peu de données disponibles pour pouvoir peupler ces indicateurs de résultats. Et alors, un projet qu'on a en cours à l'agence, c'est de développer des indicateurs sur la base d'analyse de données statistiques existantes dans l'enquête sociale européenne. Ça a ses limites au niveau de la définition du handicap, ou bien aussi la possibilité, parce que ce sont des enquêtes qui se font sur les foyers, donc les personnes qui vivent en institution ne sont pas reprises, donc il a des limites, mais on peut quand même extraire certains indicateurs. On a extrait une douzaine, on a pu en développer une douzaine, et donc les enquêtes sociales, c'est l'enquête sur la qualité de vie, l'enquête sur les revenus, l'enquête sur la santé, et aussi une enquête sur le vieillissement. Et il y a d'autres enquêtes sociales européennes qui existent, mais sur la base de ces quatre-là, on a pu développer développer des indicateurs. Par exemple, la liberté de décider comment vivre dans la communauté. Donc on peut avoir maintenant des données comparatives sur les personnes en situation de handicap et les personnes pas en situation de handicap sur leur expérience de décider comment vivre dans la communauté, ou bien leur satisfaction avec le logement, etc. Donc, et donc ça permet aussi de voir maintenant, en fait, au niveau très pratique, au niveau du vécu des personnes, qu'est-ce qu'on voit. Et de nouveau, ces résultats peuvent aider les décideurs à adapter les politiques et mettre en œuvre des politiques plus adaptées aux besoins des personnes. Et pour finir, au-delà des indicateurs, à l'agence, on fait une analyse approfondie du processus de transition de soins en institution à la vie en communauté. Dans la première phase, on a fait un peu un état des lieux, on développe les indicateurs et on identifie les différents types de services institutionnels et de services dans la communauté qui sont disponibles pour les personnes handicapées dans les 28 États membres. Dans la deuxième phase, on travaille sur identifier les lacunes et on regarde les mesures juridiques et politiques et on fait l'analyse des données statistiques existantes. Et maintenant, on rentre dans la troisième phase, qui est la recherche sur le terrain. Et là, on se focalise sur 5 États membres. Je ne vais pas vous donner les raisons pour lesquelles on regarde ces 5-là, mais en gros, on a pu choisir en mettant, par rapport aux politiques qui existent et aussi à les politiques qui existent, on a pu mettre les États dans une matrice, et sur cette base, on a pu choisir 5 États membres dans lesquels on peut aller en profondeur. On fait des interviews avec les personnes concernées. On fait aussi des interviews de groupe, une analyse des politiques. Et cette recherche
implique tous les acteurs clés qui sont concernés par la question et par la transition. Et là, de nouveau, les résultats seront apparaître en 2018, donc c'est un projet de grande envergure et ce qui permet vraiment une meilleure compréhension de la situation de terrain et de voir justement le thème d'aujourd'hui, la mise en œuvre et l'application de l'article 19 de la Convention. Voilà, pour plus d'informations, vous pouvez nous envoyer un email en français, c'est pas un problème. Il y a aussi le site web de l'agence et je m'atteindrai à ça parce qu'il y a encore d'autres personnes qui vont intervenir et on va avoir une discussion aussi.